Bonjour, bienvenue à cette capsule verte. Aujourd'hui, nous sommes au bureau de EBI pour rencontrer Mme Audrey Castonguay, qui est directrice des communications, pour parler du compostage, du recyclage et des efforts qu'EBI fait pour protéger l'environnement. On va voir ça à l'instant. Bonjour, Mme Castonguay. Bonjour, merci de l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Donc, ma première question, en fait, par rapport à la gestion des déchets, quels sont les services offerts par EBI, outre le recyclage et la collecte des déchets? En fait, on a différents services. Ce qu'il faut savoir, c'est que EBI comprend 9 entreprises différentes avec des services qui sont différents, mais aussi complémentaires. Donc, ça va quand même très loin au niveau des services. Au niveau de la gestion des matières résiduelles, on parle autant de la collecte des matières recyclables, des matières résiduelles, mais aussi des matières compostables, donc les déchetables, etc. On a des services de déneigement, d'excavation, de construction de routes. On a une entreprise qui spécialise au niveau des bouts de fosses septiques, des choses comme ça. On a en fait un service de création énergétique, donc de production énergétique. On crée du biogaz. À partir du biogaz, on crée de l'électricité. Okay. Mais on crée du gaz naturel aussi. Et en complément de ça, mais maintenant, on a des stations publiques de ravitaillement au gaz naturel comprimé. Puis, on fait la location de camions au gaz naturel également. Donc, c'est productif. Vaste. C'est très productif. Et deuxième question, que deviennent nos déchets quand ils sont collectés par les fameux camions EBI qui passent chez nous? Oui, mais en fait, une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfouissement, c'est vraiment le dernier part de la collecte des matières résiduelles de la gestion. Avant d'arriver à l'enfouissement, on essaie toujours d'appliquer le concept des 3 RVE. Donc, vous connaissez fort probablement qu'on entend parler depuis des années. Si vous pouvez quand même l'expliquer peut-être un peu plus, c'est quoi? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, les 3 RVE, on a décliné, en fait, selon les éléments suivants. La réduction des déchets, donc de réduire notre quantité de choses qu'on peut utiliser dans notre vie. Par la suite, de réutiliser les choses qu'on peut réutiliser, de recycler, de valoriser et à la fin de tout ce processus-là, ce qu'on n'a pas le choix, mais c'est l'élimination de façon sécuritaire et environnementale. Donc, nous, on adopte un peu cette façon de faire-là. Lorsqu'il est possible de valoriser, on le fait pour éviter justement qu'il y ait des matières qui soient envoyées à l'enfouissement, qu'on aurait pu servir pour autre chose. Est-ce que vous savez environ quel pourcentage de ce qu'on met dans nos bacs qui s'en va à l'enfouissement? Bien, une fois que c'est dans le bac de déchets en tant que tel, ça va directement à l'enfouissement. C'est 100%. Exactement. Nous, on a d'autres services qui nous permettent de valoriser les matières. Donc, la collecte à 3 voies qui commence à prendre de l'espace de plus en plus dans le domaine municipal. Donc, à 3 voies pour la collecte des déchets, le bac gris pour les déchets, le bac bleu pour le recyclage et le bac brun pour les matières organiques. D'accord. Donc, cette façon de faire-là permet de diminuer la quantité de matières de déchets qui sont envoyés à l'enfouissement parce que un bac typique de déchets contient environ 59 % de matière organique. Okay. Donc, si on prend ces 59 % -là de matière organique et on les transfère dans le bac de matière organique, mais là, on vient d'éliminer de beaucoup la quantité de déchets qu'on envoie à l'enfouissement. En effet. Est-ce qu'il y a d'autres manières, par contre, de procéder que l'enfouissement pour ce qui est de nos déchets qu'on n'a vraiment pas le choix de faire autre chose avec? Bien, en fait, c'est qu'il y a des déchets qui peuvent être enfouis puis il y a des déchets qui ne doivent pas être enfouis. OK. Donc, par exemple? Par exemple, les résidus domestiques dangereux. Donc, les galons de peinture, les produits électroniques, ces choses-là. Ça, on ne doit pas les envoyer à l'enfouissement parce que ce n'est pas bon pour la terre, une fois enfouis. Donc, ça, à ce moment-là, on peut les apporter dans des points de dépôt, dans les écocentres, dans des endroits comme ça où ils vont être traités séparément, puis ils vont être valorisés ou, à ce moment-là, éliminés de façon sécuritaire et environnementale. OK. Parfait. Puis, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une réduction de la quantité de déchets qui se trouve, qui s'en va vers l'enfouissement au cours des dernières années? Si on regarde au niveau des données de Recyc Québec, on approche, entre 2011 et 2012, on parle d'environ une réduction de 3 % de la quantité de déchets produits par habitant. Okay. Donc, ils mettent toujours ça par habitant, mais c'est environ un 3 %. Okay. Quand on regarde un peu les statistiques, on se rend compte que ce 3 %-là a été absorbé, je vous dirais, au niveau du recyclage et au niveau des matières organiques. Okay. Donc, l'augmentation des 2 autres collectes a fait que ça a fait diminuer justement le pourcentage de déchets. Ça veut dire qu'on est dans la bonne voie, qu'il faut continuer justement avec ces options de valorisation-là et de recyclage pour être en mesure de diminuer. Là.
En effet. Puis, comment ça se déroule, le tri au recyclage? Là, c'est vraiment une question importante pour les gens qui savent pas s'ils mettent leurs déchets, leurs déchets recyclables dans le bac de recyclage. Est-ce que mon effort de recyclage va être valorisé? Est-ce que ça vaut quelque chose? Donc, qu'est-ce qui est recyclé, en fait? Bien, en fait, une fois que c'est rendu dans le bac de recyclage, je vais vous faire un petit peu le topo complet, comment ça se passe jusqu'au Parfait. moment où c'est envoyé au recycleur. Donc, une fois dans le bac, le camion de collecte vient chercher les matières recyclables de porte à porte et les amène au centre de tri. Rendu au centre de tri, à ce moment-là, la façon que ça fonctionne, c'est que les matières s'en vont sur des convoyeurs et des rouleaux, en fait, qui vont séparer les matières. Ils vont passer à l'étape de pré-tri, où on a des employés manuellement qui vont enlever les grosses pièces qui n'ont pas nécessairement d'affaires, là. Comme? Des freins d'automobile, des choses comme ça. OK. On reçoit des batteries d'auto parfois. C'est des OK. choses qui sont dangereuses, qui ne vont pas là. On a déjà eu des bouteilles de propane. OK. Donc, il y a des choses comme ça que les gens pensent que ça peut être important ou que ça peut être recyclé dans le bac de recyclage. Des fois, ils se disent, au lieu de le jeter, je sais pas, je suis aussi bien de le mettre dans le recyclage. Tout part toujours d'une bonne intention. Oui. Donc, en fait, nous, on a des employés à ce moment-là qui les enlèvent, qui les retirent, qui retirent les sacs de plastique opaques aussi, dans lesquels on ne peut pas voir si c'est des matières recyclables ou si c'est des déchets. OK. Donc, on a des employés qui font ça. Par la suite, une fois que ce tri manuel-là est fait, les matières recyclables vont passer sur les convoyeurs et vont se séparer par type de matière jusqu'au moment où on va arriver à la salle de tri. À la salle de tri, nous, on a des employés qui travaillent manuellement. Donc, ils vont classer les types de plastique, qui vont séparer les matières. Une fois que c'est envoyé dans les contenants, une fois que le contenant est plein, on va créer des ballots. Donc, ces ballots-là, vous donnez un exemple, un ballot, ça peut peser pas loin d'1 tonne. OK. Donc, on crée différents ballots selon les types de matières qui auront préalablement été séparés. Et à ce moment-là, on les entrepose pour les envoyer directement au recycleur qui, lui, le recycleur va se charger de transformer les matières et d'en faire autre chose avec. OK. Puis, dans le fond, le recycleur, est-ce que cette personne-là va se charger de distribuer aussi les matières aux entreprises qui en auraient besoin, qui font des produits avec de la matière recyclée? En fait, au niveau des recycleurs, eux, ils le transforment. Par la suite, ils le vendent à des producteurs. Donc, les producteurs vont racheter la matière pour refaire les produits. Puis, donc, il peut y avoir un recycleur qui va récupérer, qui va tout de suite transformer lui-même la matière. Il y a d'autres recycleurs qui vont faire une première étape de recyclage, qui vont traiter les matières, qui vont les envoyer à un autre. Donc, il peut y avoir différentes étapes, il peut y avoir différents types de recycleurs. Ça dépend toujours de la matière, là. Le bac bleu fait maintenant partie de ta vie et sa voisine, la poubelle, contient encore trop souvent de matière qui pourrait être recyclée. C'est si simple de participer à la collecte sélective. Tu peux dès maintenant poser des gestes concrets qui ont un impact sur la qualité de ton environnement. Que tes parents prennent leur petit déjeuner en lisant un journal, que tu termines le contenant de savon à linge ou encore un carton de lait, trier tes matières pour en envoyer le moins possible à l'enfouissement est devenu incontournable. Tu peux mettre 5 différentes matières dans ton bac bleu. Le plastique, le verre, le métal, ainsi que le papier et le carton qui occupent plus de la moitié du bac. Des petits gestes que tu fais à la maison et à l'école rendent plus facile la gestion des matières recyclables. Pour empêcher les mauvaises odeurs, tu n'as qu'à rincer rapidement les contenants avant de les mettre dans le bac bleu. Il est important aussi d'enlever tous les couvercles. Comme ils ne sont pas tous fabriqués de la même matière, ils sont traités séparément. Fini le temps où tu devais retirer les étiquettes des pots, contenants et boîtes de conserve. En effet, les étiquettes seront désintégrées en usine. Souviens-toi que sous les contenants de plastique recyclable, tu retrouveras le ruban de Mobius, logo de la récupération. Bien entendu, certains objets ne peuvent être mis dans le bac bleu, car ils peuvent briser les camions et la machinerie. Rappelle-toi que les cassettes vidéo, les lumières de Noël, les boyaux d'arrosage et les petits appareils électroménagers, comme les grille-pains et les séchoirs à cheveux, ne vont pas dans le bac bleu. Si tu dois utiliser des sacs de plastique pour ta récupération, demande à tes parents de se procurer des sacs transparents. Ces sacs permettent de bien voir à l'intérieur et de les distinguer des autres sacs. Savais-tu qu'il existe une façon précise de mettre ton bac en bordure de la rue? Les poignées et les roues doivent se trouver du côté de ta maison.
Lorsque le camion fera la collecte, il pourra soulever ton bac à l'aide du bras mécanique et ainsi éviter de le renverser ou de le briser. Les matières que tu as mises dans ton bac seront alors envoyées au centre de tri. Après les avoir pesées, elles sont expédiées à l'aire de réception. Il est bien important que tu comprennes que dans un centre de tri, on trie les matières, mais on ne les recycle pas. En effet, le recyclage est la transformation industrielle des matières récupérées en de nouveaux biens de consommation. Par exemple, avec le papier que tu mets dans ton bac bleu, on fabrique du papier journal. Les matières voyagent parmi les convoyeurs et les séparateurs pour ensuite se rendre aux tables de tri. La première étape est le pré-tri. Les sacs de plastique sont ouverts et retirés, les contenants de verre sont séparés par couleur et les grosses pièces sont enlevées. Les matières continuent de voyager et passent par 3 séparateurs, ce qui leur permet d'aller jusqu'à la salle de tri. Plusieurs employés y travaillent manuellement. Chaque matière est dirigée dans son propre enclos. Lorsqu'un enclos est plein, on fait des ballots à l'aide d'une presse. Savais-tu qu'un ballot peut peser jusqu'à 1 tonne? Les ballots sont ensuite entreposés par matière dans l'usine jusqu'à ce qu'ils soient dirigés dans les camions qui feront le transport jusqu'à l'entreprise qui recyclera ces matières. Après avoir fait de petits travaux de rénovation à la maison avec tes parents ou encore après avoir coupé quelques branches d'arbres sur ton terrain, que fais-tu de ces matériaux? L'auto et la remorque bien remplies de matières recyclables trouveront leur chemin avec l'aide d'un employé sur les lieux. Plusieurs matières peuvent être envoyées dans un parc de récupération. Le bois, les pneus, les pièces de béton, de métal, les appareils électriques et plus encore sont acheminés vers des entreprises spécialisées qui les transforment et leur donnent une deuxième vie. Tu y trouveras aussi un dépôt permanent pour les résidus domestiques dangereux, les RDD. Les contenants d'aérosols, les piles, la peinture, les solvants, les bonbonnes de gaz propane et plusieurs autres produits dangereux peuvent être envoyés sans problème au parc de récupération. Tu ne dois surtout pas mettre ces produits dans ton bac bleu. Les RDD peuvent contaminer les autres matières et provoquer des incendies, voire des explosions. Chaque geste que tu poses est important. Qui aurait cru que le contenu de ton bac bleu se transformerait en autant d'objets? Tantôt, on a parlé des 3 méthodes de collecte, dont le compost. Ici, à Berthierville, est-ce que c'est possible de faire collecter son compost par EBI? Pour le moment, le service municipal, donc de porte à porte, n'est pas implanté encore. Tout fonctionne toujours par question de devis municipal. Donc, il faut qu'il y ait une volonté au niveau de la MRC de la ville. Des fois, ça prend quelques années, le temps que l'ancien devis arrive à échéance, etc. Ça commence à s'implanter, je vous dirais, un peu partout au Québec. La raison est simple. La volonté derrière tout ça, c'est que d'ici 2020, la politique de gestion des matières résiduelles du gouvernement du Québec va exiger que les matières organiques ne soient plus envoyées dans les centres d'enfouissement technique. Donc, à partir de ce moment-là, il va falloir trouver une solution. Et de là, la collecte à 3 voies qui est le plus logique. Donc, les gens, ce qu'ils peuvent faire en attendant, quelqu'un qui voudrait... qui ne voudrait pas envoyer ses matières organiques à l'enfouissement, par exemple, pourrait se faire un propre composteur maison. À ce moment-là, ça pourrait fonctionner sans problème. Pour l'instant, c'est dans quelle ville que c'est possible de composter? Il y a différents endroits. La MRC de Montcalm a implanté, donc ils sont à 3 voies de ce côté-là. On a certaines municipalités aussi, dont Notre-Dame-des-Prairies, qui a décidé de partir eux-mêmes leur projet indépendamment de la MRC, tout ça. Il y avait une volonté citoyenne. Exactement. Donc, ils ont parti le projet de leur côté qui va très bien jusqu'à maintenant. On a des bons résultats de ce côté-là. Donc, je vous dirais que ça s'en vient. Il y a encore un peu de temps devant nous, là. Non, mais progressivement, il va y avoir quelque chose probablement qui va être fait, là.
De tout ce que m'avez parlé tantôt, j'ai senti que quand même il y avait une volonté de BI de faire sa part pour l'environnement. Est-ce que BI pose des gestes pour inciter, dans le fond, les gens à être sensibilisés, à recycler les matières électroniques, à composter ces gestes-là? En fait, l'environnement a toujours été au cœur de la mission de BI. Donc oui, on fait des efforts de ce côté-là. On est présent dans des événements. Donc, à chaque année, au Salon Rendez-vous Commerce du côté de Joliette, on est présent pour être là, pour informer les gens, répondre à leurs questions, leur donner de l'information aussi, parce qu'on se rend compte des fois que c'est pas de la mauvaise volonté, c'est souvent un manque de connaissances. Donc, c'est par la sensibilisation et l'information qu'on est capable d'aider les gens de ce côté-là à améliorer leur façon de faire. On offre aussi le service dans les écoles. Donc, je vais rencontrer les élèves dans les écoles pour leur parler du recyclage, faire des jeux avec eux, leur montrer quelles sont les matières qui sont recyclées, quelles sont les matières qui ne doivent pas aller dans le bac de recyclage, mais qui peuvent être recyclées d'une autre façon, comme on parlait tout à l'heure avec les résidus domestiques dangereux. Donc, on a des étapes comme ça. On publie périodiquement des chroniques aussi dans les journaux. Puis, on a des publicités qui roulent pour informer les gens également. On a notre site Internet qui est relativement complet aussi de ce côté-là, où on retrouve vraiment une liste complète des matières. Si les gens se posent des questions, la plupart sont déjà inscrites dans ces documents-là. Donc, c'est une bonne source d'information de ce côté-là. Est-ce qu'il y a aussi des actions qui sont menées pour contrer le gaspillage alimentaire? Ça, je vous dirais, au niveau du gaspillage alimentaire, c'est toujours difficile à contrôler. C'est un autre ordre. Exactement. Ça va être peut-être avec le bac brun que ça va être un petit peu plus facile parce que les gens vont se rendre compte de la quantité de matière qu'ils peuvent mettre à l'intérieur. Mais c'est plus difficile à contrôler parce que chaque personne est maître de ce qu'elle fait dans sa maison. C'est sûr. Donc, c'est vraiment au fil du temps que ça va devenir un automatisme pratiquement, de mieux gérer son frigo un peu. Exactement. Bien, c'est une culture personnelle qu'on met en place tranquillement. C'est des connaissances qu'on instaure. Là. Au début, vous m'avez parlé du fait que EBI fait de l'énergie aussi. Parlez-moi des actions qui sont menées par EBI, mis à part le recyclage et le compostage, pour protéger l'environnement. Bien, écoutez, on fait de multiples choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que EBI a toujours dans sa lignée de pensée d'améliorer ses façons de faire, de sorte que, on vise la protection de l'environnement, le développement durable. Je vous donne un peu un exemple au niveau des biogaz qui sont issus de l'enfouissement. De la façon que ça fonctionne, c'est qu'une fois que les matières organiques se mettent à se décomposer, ça crée un biogaz, donc qui est quand même relativement nocif pour l'environnement. Les gaz à effet de serre. Exactement. Donc, pour éviter que ce gaz-là se disperse dans l'environnement, on a des puits de captage du côté de notre lieu d'enfouissement technique. Donc, on récupère les biogaz, on les envoie à notre usine de valorisation. Cette usine-là transforme le biogaz pour en faire un gaz naturel qui est renouvelable. Et on prend une certaine portion de ce biogaz-là pour le transformer aussi en électricité. Au niveau du gaz naturel renouvelable, ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend à peu près 95 ça émet 95 moins de gaz à effet de serre. OK, parfait. C'est justement la question que j'allais vous poser. C'est ça. Donc, quel point c'est bénéfique? C'est très bénéfique de ce côté-là. Puis, on a décidé d'aller plus loin un peu quand on a vu les effets que ça pouvait faire au niveau de l'environnement. Et donc, progressivement, depuis 2011, on a commencé à convertir notre flotte de camions de collecte. Oui, je roule au gaz naturel. Exactement, qui était auparavant au diesel. Donc, ces camions... Ça fait une différence. Ça fait une énorme différence. Là. Donc, ces camions-là sont beaucoup plus environnementaux. On a moins d'effets sonores aussi, sont beaucoup moins bruyants. Donc, pour la population, c'est des avantages aussi de ce côté-là. En effet. Autant que les avantages environnementaux. Donc maintenant, je vous dirais, on est aux environs de plus de 100 véhicules là, qui fonctionnent au gaz naturel depuis qu'on a lancé le projet en 2011. Félicitations. Oui, c'est un beau projet. Je vous dirais, toute l'équipe a travaillé très fort là-dessus. Là. Les matières résiduelles, une source d'énergie renouvelable. Quotidiennement, des matières résiduelles sont transportées au lieu d'enfouissement de EBI. Elles proviennent de 60 municipalités différentes. Le Québec a certainement pris un virage vert il y a plusieurs années. Les Québécois récupèrent aujourd'hui plus de matière qu'ils en éliminent. Mais une grande quantité de matière résiduelle doit tout de même être enfouie. Dans un lieu d'enfouissement étanche et sécuritaire, comme celui de EBI, la décomposition naturelle de la matière organique peut se prolonger sur plusieurs décennies.
Ce long processus génère un hydrocarbure combustible, le biogaz. Le biogaz est composé majoritairement de méthane, un important gaz à effet de serre. Lorsque récupéré et transformé en énergie utilisable, le biogaz devient une énergie verte et renouvelable. Dans les 10 dernières années, EBI Énergie s'est donné comme mission d'optimiser l'utilisation du biogaz. En 2003, l'entreprise inaugure la première station de valorisation des biogaz en gaz naturel renouvelable, une première au Canada. En 2010, EBI Énergie amorce la transformation de ses camions de collecte pour les alimenter au gaz naturel comprimé, le GNC. Et en 2012, l'entreprise inaugure une centrale de cogénération pour transformer le biogaz en électricité. Tous ces systèmes répondent aux critères environnementaux les plus exigeants. À partir du biogaz généré par les matières résiduelles, EBI Énergie produit suffisamment d'énergie pour satisfaire les besoins de 10 000 résidences. Ces initiatives permettent de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles non renouvelables. L'entreprise réduit en plus l'émission de gaz à effet de serre équivalent à 400 000 tonnes de CO2 annuellement. Sur le plan environnemental, c'est comme si 100 000 véhicules automobiles ne prenaient plus la route du jour au lendemain. Pour recueillir le biogaz, 300 puits de captage sont situés sur le lieu d'enfouissement. Ces puits sont reliés à un puissant système d'aspiration par l'intermédiaire d'un réseau de conduites souterraines d'environ 20 km. Le biogaz converge ainsi vers la station de valorisation qui recueille plus de 7000 m3 de biogaz par heure. Le procédé de valorisation comporte des opérations successives de déshydratation, de compression, de filtration, d'absorption et de séparation membranaire, transformant progressivement le biogaz en gaz naturel. Au terme du processus, le gaz naturel produit est acheminé aux consommateurs québécois par l'intermédiaire du réseau de distribution de gaz métropolitain. À la centrale de cogénération, 2 types d'énergie sont produits à partir du biogaz collecté: de l'électricité et de la chaleur, d'où le concept de cogénération. Pour une période de 25 années, la centrale générera une puissance de 9,4 MW d'énergie électrique acheminée au réseau de distribution d'Hydro-Québec. L'énergie électrique est produite à l'aide de 7 groupes électrogènes, dont 6 en opération 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Le groupe électrogène est constitué d'un moteur à combustion interne de 20 cylindres entraînant un alternateur. La vitesse du moteur est synchronisée au réseau électrique pour produire du courant à 60 Hz. La tension du courant est de 4160 volts. Pour la rendre conforme au système de transport d'énergie d'Hydro-Québec, cette tension est augmentée à 25 000 volts par l'un des 2 transformateurs situés dans le poste d'interconnexion. Fait remarquable, la chaleur, en plus de chauffer le bâtiment, est également récupérée pour chauffer les eaux de lixiviation du lieu d'enfouissement. Cette opération augmente l'efficacité du procédé de traitement biologique des eaux usées. Globalement, un taux d'efficacité énergétique de 64 % est ainsi atteint par la centrale de cogénération. Ce taux est 25 % plus élevé que celui d'une centrale de valorisation sans cogénération. EBI Énergie a voulu aller encore plus loin en matière de protection de l'environnement et d'efficacité énergétique. Dans la construction de sa centrale de cogénération, l'entreprise a investi pour s'assurer de construire un bâtiment vert et durable. Elle a adopté les critères LEED niveau platine. LEED pour Leadership in Energy and Environmental Design. Matériaux au fort contenu recyclé ou à faible impact environnemental. Stationnement privilégiant le covoiturage et les voitures électriques. Récupération des eaux pluviales et plomberie réduisant de 42 % la consommation de l'eau. Plusieurs autres mesures dans la construction du bâtiment favorisent l'économie d'énergie au quotidien. La résistance thermique du toit, des murs et de la fondation réduit de 23 % la consommation énergétique. L'éclairage et la ventilation fonctionnent de façon isolée et seulement au moment opportun. Grâce aux bénéfices de la cogénération, le bâtiment est totalement autonome et carboneutre au plan énergétique. EBI Énergie offre non seulement un environnement sain pour ses employés, mais travaille aussi à assainir l'environnement. Dans sa gestion intégrée des matières résiduelles,
l'entreprise réussit brillamment à transformer les matières résiduelles en énergie. Une énergie verte et renouvelable contribuant au développement durable. EBI Énergie. Une vision durable, une vision d'avenir. Dans le monde dans lequel on vit, on consomme énormément. Donc, on produit énormément de déchets aussi. Comment on peut faire pour bien gérer ce qu'on met dans nos poubelles? Bien, en fait, au niveau de la consommation, c'est vrai qu'on vit dans un monde de consommation, dans une société de consommation, et c'est particulièrement vrai en Amérique du Nord où bonheur est associé à consommation. Donc, plus on consomme, en théorie, plus on est heureux. Alors qu'évidemment, dans plein d'autres sociétés, dans plein d'autres cultures du monde, c'est pas du tout comme ça. Et même là, chez des contemporains, là, les Scandinaves, par exemple, ont un niveau de pollution qui est 3 à 4 fois moins élevé que nous. Je ne pense pas qu'ils sont 3 à 4 fois moins heureux que nous. En fait, tous les indicateurs d'à peu près toutes les études au monde nous montrent que c'est des gens qui sont plus en santé que nous, qui sont mieux éduqués, qui ont moins de problèmes sociaux. Alors, c'est pas des sociétés parfaites, là, mais ils ont une longueur d'avance sur nous, tout en étant des gens moins polluants. Puis, alors on peut faire mieux. Et peut-être la première question qu'on doit se poser en tant que consommateur ou consommatrice, c'est il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on dépense $1, ça a un impact sur l'environnement. Que ce soit un morceau de vêtement qu'on s'achète, une voiture, bon, il y a des choses pour lesquelles c'est plus évident, mais l'alimentation. Alors, est-ce qu'on doit faire cette dépense-là? C'est la première question est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Je pense que c'est la première chose qu'on doit se poser comme question. Puis ensuite, au niveau de comment on gère nos déchets, bien, est-ce que c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans, un déchet, ça n'existera plus. C'est-à-dire qu'on va soit recycler, soit composter, soit réutiliser. Mais des trucs à utilisation unique qu'on prend une fois puis qu'on jette, ça existera à peu près plus. Et on ne jettera plus ça. On n'aura plus de poubelles parce que les ressources deviennent trop précieuses, que ce soit les ressources naturelles comme la forêt, que ce soit les minéraux, donc tout ce qu'on a besoin pour faire, que ce soit toutes sortes d'articles, les vêtements, tout ça. On a les technologies de plus en plus pour être capable de réutiliser, de recycler les choses, leur donner une deuxième puis une troisième vie. Alors, on se dirige vers une société où les déchets n'existeront plus. En attendant, bien, nous, on peut faire énormément d'efforts pour essayer de réduire, par exemple, l'achat, on parlait d'alimentation, bien, réduire l'achat d'aliments suremballés. Alors, moins il y a d'emballage, bien, moins il y a de chances qu'on en jette aux poubelles. Évidemment, recycler, composter, ça devient de plus en plus facile. C'est pas disponible partout. La collecte des matières compostables, mais ça s'en vient de plus en plus. Il y a des gens qui le font à la maison. Il y a du compostage communautaire qui se fait dans plein de nos villes au Québec. Alors, de s'informer, si on ne le fait pas déjà, est-ce qu'il y en a du compostage communautaire? S'ils ne viennent pas à la porte chez nous, est-ce que je pourrais avoir un composteur à la maison? Des gens qui pensent que c'est dangereux, les composteurs, que ça sent, qu'il y a des invasions de toutes sortes d'affaires. Renseignez-vous. De plus en plus de municipalités offrent ces services-là. Écoutez, merci beaucoup, Mme Gastonguay, puis on souhaite à EBI de continuer à développer des beaux projets comme ça qui continuent de protéger notre environnement et qui assurent un développement durable. Merci beaucoup. Merci à vous.